recouvrant toute la surface du corps. Vraiment, ce qui le différencie de l'érythroderme ichthyosiforme, c'est qu'il n'y a pas d'érythroderme. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflammation cutanée, il n'y a pas d'érythème. Mais tout le corps est atteint. Tous les squames atteignent tout le corps. Il peut s'améliorer dans l'enfance et on peut concerner le tronc et les extrémités. Sans composante érythrodermique, on peut avoir un ectropion, un éclabion. Donc voilà, grande squame lamellaire sur les jambes. Cet enfant aussi qui présente des lamelles sur tout le corps. Vous voyez l'atteinte du cuir chevelu, visage. Un autre cas avec un phénotype d'ichthyose lamellaire. Elle est à transmission autosomique récessive liée à une mutation du gène transglutaminase 1. Et il y a certains types où on a décrit des gènes ABCA12 comme dans le fœtus harlequin, mais seulement dans 9 familles d'Afrique de l'Ouest. Mais la mutation la plus fréquente, c'est le gène transglutaminase 1. Donc, s'agissant de la forme ensuite, la troisième forme de ces types majeurs, c'est l'érythrodermie ichthyosiforme congénitale qu'on va voir. C'est une forme érythrodermie ichthyosiforme congénitale, c'est une forme d'ichthyose avec de l'érythrodermie, mais il n'y a pas de bulle parce qu'il y a une forme bulleuse d'érythrodermie ichthyosiforme. Donc, cette forme-là, elle est la plus fréquente que l'autre. Elle est de transmission congénitale, autosomique. Non, elle est autosomique récessive. Elle est de transmission congénitale autosomique récessive, caractérisée par une desquamation, une érythrodermie sévère, sans formation de vésicule. L'enfant naît souvent comme un bébé collodion. On va voir les particularités du bébé collodion plus tard, avec un ectropion éclabion, avec une tendance à l'amélioration pendant l'enfance et la puberté. Voilà. Donc, quand on parle d'érythrodermie, c'est vraiment un enfant qui a un érythème généralisé avec des plaques d'ichthyose. Cet enfant-là est survenu après un bébé collodion, la membrane qui est en train de se desquamer. Voilà, donc cet aspect érythémateux diffus atteignant plus de 90% de la surface corporelle. Donc, les formes mineures, c'est d'abord le self-healing collodion baby. Donc, c'est le bébé collodion qui évolue spontanément de manière favorable. Guérison spontanée, c'est pourquoi on l'appelle self-healing collodion baby. Et pour parler du bébé collodion, il s'agit d'un phénotype transitoire de trouble de la kératinisation. La maladie commence par bébé collodion et peut évoluer vers une ichthyose lamellaire, vers une érythrodermie ichthyosiforme congénitale non bulleuse, comme nous l'avons décrit, rarement vers un syndrome de Sjogren-Larsen, donc c'est vers une forme syndromique, ichthyose avec anomalie neurologique. Et la disparition spontanée aussi est une évolution possible du bébé collodion dans 10 à 20% des cas, et c'est dans ce cas qu'on l'appelle le self-healing collodion baby. Et je pense que c'est Yacine, hein? Il y avait eu un cas ici de self-healing collodion baby. Je ne sais pas si c'est les mêmes iconographies que j'ai mis. Elle m'a demandé est-ce que c'est possible que ça évolue comme ça, sans traitement, de manière favorable, hein? Donc, est-ce que c'est possible que ça guérisse de manière favorable et que ça ne continue pas? Donc, c'est exactement possible et c'est décrit dans cette classification. Le self-healing et des cas ont été décrits. Cet enfant-là qui est né et après 2 semaines, la membrane a complètement décollé et voici le même enfant à 6 mois. Et voici un enfant, je ne sais pas si c'est le même enfant, c'est lui, hein? Donc, qui a guéri spontanément, juste avec des mesures de réanimation émollient. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de récidive. Il doit avoir 3 ou 4 mois. Hein. L'ensemble du tégument est recouvert. Donc, pour parler du bébé collodion, c'est une situation assez fréquente que vous pouvez rencontrer. Parce que toutes les formes d'ichthyose, en réalité, peuvent commencer par un bébé collodion, comme on vous l'a expliqué tantôt. Donc, c'est lorsque l'ensemble du tégument est recouvert d'une membrane brillante
qui ressemble à une membrane collodionnée, d'où le terme de bébé collodion. La membrane est tendue, engainante, ce qui fait qu'il y a une déformation de la face, un ectropion, éclabion, une hypoplasie des cartilages nasales et oculaires. Donc, ça enserre le bébé, ce qui fait qu'il ne se développe pas comme il devrait. C'est pour ça qu'on a ces déformations qu'on voit. Mais dès que la membrane s'enlève, les choses reviennent en général à leur normale. Donc, le bébé né avec cette membrane tendue, engainante, on a comme conséquence des positions vicieuses, des anomalies du développement, des oreilles mal ourlées, agénésie phalangienne, des zones de striction avec œdème des extrémités. On peut même avoir une ischémie au niveau des extrémités. Ça gêne la succion et une diminution de la capacité pulmonaire. Ça peut créer des tableaux d'insuffisance respiratoire. L'évolution dans la période néonatale est la fissuration, puis le décollement de la membrane. Donc, vous voyez cet enfant qui est né avec cette peau, cette membrane blanchâtre, translucide, et la desquamation secondaire qui est là. Il s'agit d'une urgence dermatologique néonatale parce que la peau ne remplit pas ses fonctions de barrière comme on l'a vu dans le cadre de l'érythrodermie ichthyosiforme congénitale et ça nécessite des soins spécifiques. Donc, ici, c'est un cas de bébé collodion. Voilà. Et ici également, c'est le bébé collodion, la membrane collodienne qui se détache. Et sur peau noire, vous voyez que cette desquamation est plus noire que lorsqu'on voit la peau blanche. Donc, on a une membrane beaucoup plus pigmentée que ce qui est décrit. Et vous voyez l'œdème au niveau des membres, une sensation de polydactylie, alors que c'est juste la déformation liée à la membrane. Ça nécessite une unité de soins intensifs néonatales parce qu'il y a une anomalie majeure de la barrière cutanée. Avoir un bébé collodion est équivalent à avoir un bébé prématuré. C'est la même prise en charge, la même chose, les mêmes règles, les mêmes risques, déshydratation, hyponatrémie, la même prise en charge vraiment, perte en eau transépidermique plus de 7 fois la normale, désordre hydroélectrolytique, hypernatrémie, déshydratation, perte calorique, perte de chaleur. Donc, toutes les complications qu'on a chez le prématuré, c'est la même chose qu'on a chez le bébé collodion. Risque de colonisation bactérienne, mycosique avec le Candida albicans, le risque de sepsis et de toxicité percutanée parce que la peau n'est pas là, donc l'absorption augmente par rapport à tous les produits qu'on amène sur la peau. Donc, faire attention avec les topiques chez ces enfants. Donc, les examens complémentaires en urgence, il faut faire les prélèvements bactériaux, myco, l'évaluation ophtalmologique, il y a l'ectropion, il y a l'éclavion, donc il faut que l'ophtalmo, l'ORL aussi regarde. Donc, dans le cadre du diagnostic étiologique, on peut faire une microscopie des cheveux, ça c'est dans certaines anomalies, surtout évolutives, mais vraiment, il faut voir l'ophtalmo, dépister les infections et les troubles ioniques. Il faut admettre l'enfant en unité de néonatologie, le mettre dans un incubateur humidifié, une couveuse, et la durée dépend de chaque enfant. Certains enfants vont décoller leur membrane rapidement, d'autres vont avoir beaucoup plus de temps, d'autres vont avoir un retard de décollement, ce qui va imposer qu'on mette à haute étroite de la température. Il faut rechercher les signes d'infection cutanée